Nous allons pouvoir débuter ce webinaire du FIP consacré à la déficience visuelle. Hop, je te laisse faire rentrer les personnes, Françoise. Super, merci beaucoup. Oui, je m'en occupe. Super. Alors, comme d'habitude, une règle avant de commencer. Durant ce webinaire, vous n'aurez ni accès à votre caméra, ni accès à votre micro, tout simplement pour ne pas perturber le déroulement du webinaire. Donc, vous avez la possibilité, si vous souhaitez poser des questions, de les poser dans l'onglet discussion. Comment ? Ah, vas-y, c'est bon, continue. OK. Dans l'onglet discussion, ce webinaire étant enregistré, vous aurez la possibilité d'accéder au replay ultérieurement. On vous le transmettra en début de semaine prochaine, ainsi que le support de présentation sur lequel nous allons nous appuyer avec les différents intervenants. Pour débuter ce webinaire, je vais laisser la parole à Franck Lassade, directeur territorial au handicap du FIP Île-de-France, et à Nassira Sedrani, membre du comité local du FIP Île-de-France, pour introduire ce webinaire. Franck, je vous laisse la parole. Merci Gladys. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, je suis très heureux d'ouvrir ce webinaire. Donc, je me présente à vous aujourd'hui, Franck Lassade. J'ai pris mes fonctions en tant que directeur territorial handicap donc sur la région Île-de-France. Alors, c'est une mission que j'aborde vraiment avec beaucoup d'enthousiasme, de conviction et surtout la volonté de contribuer à faire progresser collectivement les pratiques sur des sujets aussi importants que celui qui nous rassemble aujourd'hui dans ce webinaire. Alors, en fait, pour vous expliquer, j'ai deux casquettes, celle de la Banque des Territoires, mais aussi celle du FIPHFP, dont la mission, le FIPHFP, depuis 2005, et dont on célèbre cette année les 20 ans, c'est d'impulser une dynamique et d'inciter les employeurs publics à agir en favorisant le recrutement, l'accompagnement et le maintien dans l'emploi sur les trois versants de la fonction publique. Alors, ces actions, elles s'inscrivent pleinement dans ce webinaire, notamment au travers des financements pour les déficiences auditives et en particulier visuelles. Et ces actions, je tiens à le rappeler, elles se renforcent au travers de la stratégie du FIPHFP à horizon 2030 pour renforcer l'inclusion des personnes en situation de handicap. Alors, ce webinaire s'inscrit dans un cycle national de webinaires proposé par le FIPHFP, dont on a souhaité ouvert à toutes et à tous. Alors, l'ambition de ce cycle est claire, c'est offrir un espace de compréhension, de clarification, mais aussi de partage d'expériences et d'inspiration. Alors, chaque session repose sur un format identique, des repères de base pour poser les bons termes, les bons cadres, des témoignages d'agents qui vivent les réalités du sujet, donc c'est toujours très riche, et les éclairages d'experts ou de référents handicap, afin de permettre de prendre du recul, de nourrir les pratiques. Parce qu'on sait tous que face à certains enjeux complexes ou sensibles, il est essentiel de pouvoir revenir aux fondamentaux. C'est ce que nous proposons ici, sans jamais perdre de vue l'opérationnel, le vécu et les solutions concrètes qui fonctionnent. Je tiens vraiment à remercier chaleureusement les intervenants qui ont accepté donc de partager leur expérience, leur expertise et qui sont donc présents aujourd'hui. Donc, je vous souhaite un moment riche en échange, en apprentissage et j'espère porteur de nouvelles dynamiques dans vos contextes professionnels respectifs. Donc, avant d'entrer dans le cœur du sujet, j'ai le plaisir de passer la parole à Nassira Sedrani, qui est membre du comité local du FIPHFP en Île-de-France. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon webinaire. Merci. Merci beaucoup, Franck. Nassira, je te laisse la parole. Le micro est désactivé. OK. Bon, est-ce que vous m'entendez? Bon. Oui, c'est parfait. Parfait. Donc, je disais bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je remercie Franck pour l'introduction. Et en effet, je suis membre du comité local du FIFPH parce que je suis en fait représentante au niveau des associations. Le membre, pour ceux qui ne le connaissent pas, le comité est une instance le comité local est une instance du FIPH
et qui rassemble à la fois les 3 fonctions publiques de l'État, les organisations syndicales et les associations comme la mienne que je représente. Et donc les employeurs pour ça, c'est pour ceux qui ne nous connaissent pas beaucoup, enfin, qui ne nous connaissent pas. Et par contre, les employeurs qui souhaitent s'engager dans une convention et nouer un partenariat avec le fonds, ben, eux le connaissent bien puisqu'ils proposent présentent des projets de politique handicap et c'est ce qui permet en fait pour eux d'avoir une validation en fin de présentation. L'an dernier, en fin de cycle, les membres du comité de l'Île-de-France on a partagé les différentes thématiques avec le Handipact et le handicap visuel a fait partie, en fait, a été retenu pour remplir les actions du Handipact. C'est pourquoi je suis assez contente parce que c'est un handicap qui est en effet peu connu ou les mal compris. Et puis, en fait, il y a beaucoup de clichés, de préjugés et des freins qui amènent à l'accessibilité de la citoyenneté et bien sûr à l'emploi. Vous allez le voir un peu plus tard, il y a des chiffres clés qui sonnent quand même vraiment, qui en fait sonnent le signal d'alarme. C'est qu'on a 60% des chômeurs qui sont déficients visuels. Et les études, dans les déficients visuels, il y a 60% de chômeurs. Et c'est une étude Homer 2023. Tout à fait, on reviendra dans cette étude, sur cette étude, en effet, Nassira, mais en effet, on verra que l'inclusion professionnelle des déficients visuels est un vrai enjeu. Et c'est notamment pour ça aussi que le FIP porte cette thématique aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire national. Ouais, tout à fait. En fait, ce chiffre, en fait, c'est le reflet aussi de mon parcours, puisque moi, d'une part, je suis très engagée sur la sensibilisation des personnes à la réalité et ce que vivent les personnes déficientes visuelles. Et aussi parce que professionnellement, étant donné que je n'ai pas trouvé vraiment comment dire, je n'ai pas trouvé d'environnement qui soit vraiment bien structuré et qui puisse m'accueillir, j'ai créé ma propre structure. Donc, c'est vrai que il y a ces deux volets-là. Donc, l'ambition, les 2 ambitions de ce webinaire, ça serait de mieux comprendre ce que vivent les personnes en situation de handicap visuel au quotidien et professionnellement. Et c'est aussi, deuxième chose, trouver les leviers des actions et des leviers concrets, des actions qui favoriseraient
l'intégration et l'évolution professionnelle des personnes déficientes visuelles. Je laisse Gladys maintenant, donc, qui est animatrice dans le Handipact et qui va nous poursuivre le déroulement de ce webinaire. Merci beaucoup Nassira, merci beaucoup Franck. En effet, dans le cadre de ce webinaire, on va d'abord commencer par essayer de comprendre ce qu'est la déficience visuelle et surtout l'impact qu'elle peut avoir dans l'insertion professionnelle des porteurs de déficience visuelle. On va aussi comprendre comment favoriser l'inclusion professionnelle de ce public. Et enfin, on échangera sur les bonnes pratiques à adopter. Et pour ce faire, on a la chance de pouvoir bénéficier de l'expertise et des témoignages de différents intervenants. Pierre Maragou, du coup, qui va commencer ce webinaire par son témoignage, qui est chargé de projet européen au Conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Chloé Autelet, qui est responsable du pôle études et emploi d'APIDV, qui vous présentera un petit peu la particularité de sa structure. Maxime Manson pour Cessia, qui est du coup un spécialiste justement de la compensation du handicap et qui est ergonome au sein du département Défi Ergo de Cessia. Et enfin, Véronique Robin, membre du comité des usagers du FIP, mais aussi référente handicap du CHU de Guadeloupe. Avant du coup d'entendre chacun de ces intervenants, on va débuter par la première partie de ce webinaire qui est comprendre la déficience visuelle. Et pour introduire justement cette compréhension de la déficience visuelle, je propose à Pierre du coup de prendre la parole pour nous parler de son parcours. Pour nous parler de son parcours professionnel et notamment comment il a intégré la fonction publique. Je te laisse la parole, Pierre. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, moi, je suis entré dans la fonction publique territoriale à l'issue de mes études. J'avais fait un master de sciences politiques avec une spécialisation en affaires européennes. J'envisageais de passer un certain nombre de concours de la haute fonction publique et j'ai un peu, on va dire, changé d'objectif. Donc, je suis rentré dans la fonction publique territoriale par le biais d'un poste à la métropole européenne de Lille. Donc, avec une procédure classique de recrutement avec entretien d'embauche. Et puis, au bout de quelques années, pour des raisons personnelles, j'ai souhaité me réinstaller en région parisienne. Et c'est à ce moment-là que j'ai postulé au département de la Seine-Saint-Denis pour exercer des missions un peu similaires sur la gestion de projets européens. D'accord. Et dans le cadre du process de recrutement que vous avez pu connaître lors de l'intégration de la fonction publique, est-ce que votre déficience visuelle a été prise en compte? Comment du coup, les recruteurs qui vous ont reçu ont pu s'adapter peut-être à vos besoins de compensation? Et peut-être aujourd'hui sur vos postes, comment a été prise en compte justement vos besoins de compensation? Alors, oui, il a été question de mon handicap visuel dans le cadre de la procédure de recrutement. Alors, ça commence à dater un petit peu, mon premier recrutement à Lille, mais je me souviens de ça. En premier lieu, moi, j'avais fait le choix de parler du handicap. Évidemment, de toute façon, il se voit dans mon cas, et d'en parler de façon très objective en expliquant que dans le cadre de mes missions, j'utilisais un ordinateur adapté avec un logiciel de revue d'écran, un bloc-notes braille qui est donc un afficheur braille qui permet de lire et écrire en braille. C'est l'appareil que j'ai actuellement sous les doigts, mais je ne sais pas si on le voit dans le champ de la caméra. Non, on ne le voit pas. Bon, voilà, voilà, je peux montrer comme ça si je ne suis pas trop mauvais, mais Oui, voilà, c'est bon. ça ressemble à ce genre de choses. Et donc ça permet à la fois de lire du texte et d'en écrire.
Donc, je l'avais pris sous cet angle-là. J'avais eu aussi la chance, lorsque j'ai été recruté à Lille, d'arriver dans une direction où il y avait était déjà en poste une collègue aveugle qui était traductrice. Donc j'étais avec un N+1 et N+2 qui étaient déjà sensibilisés au sujet et qui aussi m'avaient invité à en parler de façon très factuelle, notamment lorsqu'il s'était agi de faire le troisième entretien avec le N+3. De la même façon, quand j'ai été recruté en Seine-Saint-Denis, j'ai là aussi parlé de mon handicap, toujours de façon très factuelle et opérationnelle, en expliquant ce que je pouvais faire, ce que je pouvais pas faire. Dans les deux cas, j'ai eu la chance d'être recruté dans des collectivités de grande taille qui disposaient à chaque fois d'une mission handicap. Donc, je n'ai eu aucun retard dans l'adaptation de mon poste. Le jour de ma prise de poste, je disposais de l'ordinateur adapté, de la plage braille, des repérages pour mes trajets domicile-travail et à l'intérieur des lieux de travail. Et dans les deux cas, me semble-t-il, la collectivité avait prévu une sensibilisation à destination des collègues de façon à expliquer le handicap et comment ça fonctionnait. Et de mon côté aussi, moi j'avais travaillé dans mes deux expériences de mobilité professionnelle. Je m'étais aussi fait accompagner par des binômes d'accompagnateurs. Je pense que Chloé Oakley en reparlera tout à l'heure, mais par des binômes d'accompagnateurs dans le cadre d'un mentorat associatif. Ce qui permet aussi d'anticiper les éventuelles questions d'un recruteur et de savoir aussi comment parler de son handicap de la façon la moins dramatique possible. Ok. Et entre le moment où vous avez passé l'entretien de recrutement et le moment où vous avez intégré les collectivités, il s'est passé en moyenne combien de temps pour qu'on se rende compte du temps que la collectivité a eu pour mettre en place tous vos aménagements Alors écoutez, pour Lille, alors là aussi, pardon, hein, dans mon souvenir, c'est assez long, c'est assez loin, mais j'avais été recruté en mai 2013 et de mémoire, j'ai passé les entretiens, je pense que c'était en janvier ou en février. En tout cas, je me souviens qu'il neigeait à Lille et que j'avais failli rester bloqué à Lille le soir. Donc, ça me donne un élément de de contexte. contexte? Et pour la Seine-Saint-Denis, c'était en 2016. Et j'ai passé mon entretien en début juillet 2016 et j'ai été recruté au 1er novembre. Et donc, dans D'accord. les deux cas, à mon arrivée sur place, je disposais du matériel nécessaire et j'avais fait mes repérages de trajet. Concernant D'accord. le matériel, il y a un élément qui peut être un facteur d'accélération, c'est qu'en fait, j'avais une bonne connaissance de mon handicap. C'est un handicap qui est présent depuis ma naissance et j'avais une bonne connaissance du matériel existant. Donc c'est moi, je devrais peut-être pas le formuler comme ça, mais en fait c'est un peu comme ça que ça s'est passé. C'est moi qui avais dû dire à la mission handicap et au médecin du travail, j'ai besoin d'une revue d'écran, d'un bloc-notes, Oui. etc., etc. Oui, il n'y a pas forcément eu besoin d'études de poste préalables. Vous C'est aviez déjà ça. une Et je idée. pense que c'est un caractère qui permet quand même d'accélérer les choses. D'accord, très bien. Et du coup, si vous deviez donner peut-être deux conseils à un employeur public qui souhaiterait intégrer, recruter une personne déficiente visuelle, quels seraient pour vous les indispensables? Alors,
Il a alors deux choses qui me paraissent essentielles. Un, il faut sensibiliser les collègues et les managers pour éviter qu'il y ait des fantasmes sur ce qu'une personne handicapée peut faire ou pas faire. Alors, c'est toujours un peu compliqué de sensibiliser parce que on a envie de faire une sensibilisation très générale sur le handicap, mais en fait, le handicap, c'est extrêmement vaste. Donc ça, mais il faut quand même le faire parce que si on impose l'intégration d'une personne en situation de handicap et que les collègues autour ou les managers ne sont pas eux-mêmes convaincus, ça marchera pas. Donc il faut toujours s'appuyer sur eux et ne pas imposer de façon abrupte. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui a davantage trait à l'adaptation et l'aménagement du poste, c'est de s'appuyer sur la personne qui est recrutée pour avoir un échange, une discussion très objective, opérationnelle sur qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire, de quel type de matériel vous avez besoin. Et s'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, qu'est-ce que vous pouvez faire en remplacement, entre guillemets. Enfin, on n'est pas là pour dire qu'il faut travailler moins. Mais du coup, dans ce cas-là, comment est-ce qu'on doit s'organiser? Et ça aussi, recruter une personne en situation de handicap, ça demande quand même aussi d'être prêt à organiser, aménager un peu différemment les missions. Si dès qu'on propose quelque chose, on dit bah non, c'est pas possible parce que c'est pas comme ça qu'on est organisé, ou bah non, vous êtes sur tel poste, donc du coup vous devez faire la mission 1, 2, 3 et on peut rien faire évoluer, bah forcément on va pas y arriver parce que le handicap nécessite toujours de s'organiser un peu différemment. Et donc ça, il faut l'anticiper et de préférence le plus tôt possible. En effet, c'est vrai qu'on a souvent l'habitude de penser aux aménagements techniques ou humains, mais c'est vrai que l'aspect organisationnel, réfléchir à une autre organisation des tâches, réfléchir aussi à une autre répartition voilà, du temps de travail ou de la charge de l'équipe, c'est sans doute quelque chose auquel on pense moins. Donc, c'est important de rappeler qu'il faut s'adapter aux capacités de la personne, et ça ne veut pas dire qu'elle va moins travailler, c'est juste qu'elle va travailler autrement, ce qui va lui permettre du coup aussi de pouvoir être mieux intégrée dans le collectif de travail, parce que du coup, elle sera à la bonne place avec les bonnes missions. En tout cas, merci beaucoup Pierre pour ce témoignage. Merci. Ça nous éclaire en tout cas de comment une intégration peut se faire et peut bien fonctionner, puisque vous êtes toujours en poste et ravi de l'être, puisque vous témoignez aujourd'hui. Ce que je propose, c'est qu'on puisse continuer ce webinaire en s'attachant à comprendre ce qu'est la déficience visuelle. Et déjà, la première étape, c'est de comprendre, c'est d'en connaître la définition, notamment selon l'OMS. Selon l'OMS, une personne qui est déficiente visuelle, c'est une personne qui, du fait de sa situation de handicap, va avoir une modification de son comportement et une perte d'autonomie partielle dans certains domaines de sa vie. Donc, notamment, elle va avoir des difficultés dans la lecture, dans l'écriture, dans l'accès à la vie quotidienne, par exemple, aller acheter son pain, aller faire ses courses, dans la communication, l'appréhension des espaces et des déplacements, et on sait qu'aujourd'hui c'est un vrai enjeu, hein, le déplacement pour les personnes en situation de handicap, et aussi la poursuite d'une activité professionnelle, parce que dans certains cas, la pathologie peut être évolutive, et donc on a un vrai enjeu de poursuite d'activité professionnelle. On dira qu'une personne est déficiente visuelle si elle a une acuité visuelle inférieure à 3 sur 10. Donc, c'est important d'avoir ces notions-là parce que ce n'est pas parce qu'on porte des lunettes qu'on est forcément déficient visuel. C'est pas parce qu'on porte des lentilles de contact qu'on est forcément déficient visuel. Vous pouvez être, enfin, on a souvent l'idée qu'un déficient visuel, c'est une personne qui est aveugle ou une personne qui a une acuité visuelle très, très, très faible.
mais parfois, vous pouvez avoir des personnes qui vont avoir d'autres pathologies ou à un niveau peut-être un peu moins élevé et pour autant sont considérées comme déficients visuels. Quelques chiffres avant de donner la parole à l'un de nos intervenants. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a 1,8 million de personnes qui sont considérées comme déficientes visuelles en France. La moitié de ces personnes sont en âge de travailler, donc il faut quand même, voilà, ça touche vraiment tout âge. Que la part des personnes aveugles dans la population des déficients visuels, c'est 13%. On n'est pas non plus sur on n'est pas sur la majorité des personnes déficientes visuelles. Comme le disait Nassira tout à l'heure, le taux de chômage est très élevé puisqu'il est à 60%. Donc l'enjeu d'insertion professionnelle est grand et il est notamment dû au fait que les personnes déficientes visuelles souffrent de préjugés lors de leur intégration dans le monde professionnel et puis aussi dans l'accompagnement qu'elles peuvent bénéficier lors de leur accès à l'emploi. Parfois on ne les prépare pas ou en tout cas on ne les prépare pas assez à intégrer la vie professionnelle. Et enfin, notamment dans l'enquête de la GFIP sur la déficience visuelle et l'emploi de juillet 2023, on constate que 75% des déficients visuels interrogés craignent de perdre leur emploi ou de ne pas en trouver. Donc, il faut l'avoir en tête quand on est employeur. Aujourd'hui, quand vous allez recevoir un agent en situation de handicap ou un futur candidat en situation d'handicap visuel, l'enjeu pour lui est fort. Il est à la fois de pouvoir accéder à l'emploi ou en tout cas de ne pas le perdre. D'où la logique de maintien dans l'emploi et de travailler sur le parcours professionnel de vos agents. Pour rentrer peut-être un peu plus précisément sur ce qu'est la déficience visuelle, je propose de laisser la parole à Maxime, du coup de CESIA, qui va nous partager quelques retours d'expérience que CESIA peut avoir dans le cadre des accompagnements de personnes déficientes visuelles. Maxime, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Effectivement, notre société accompagne les personnes déficientes visuelles dans l'insertion et dans le maintien dans l'emploi. On est notamment prestataire du FIP. Donc, je voulais commencer par présenter quelques cas de personnes qui ont été accompagnées et quelques discours qu'on peut retrouver un peu. Ça commence par notamment souvent la médecine du travail. Quand il y a un problème qui se passe au niveau d'un poste d'une personne déficiente visuelle, on peut avoir quelques retours. Par exemple, on a le cas ici d'une personne qui s'appelle Laurence, 48 ans, qui a une rétinite pigmentaire. Et le premier retour de la médecine du travail en première intention est de dire il faudrait apprendre le braille. Mais en fait, dans ce cas-là, ce n'est pas forcément pertinent. Il faut une évaluation, après évaluation fonctionnelle et étude de poste de cette personne qu'on a accompagnée, on a vu qu'en fait le poste était aménageable. Des logiciels d'agrandissement ou de vocalisation pouvaient être mis en place, compatibles avec les outils. Un écran plus grand permettait un meilleur accès. Des verres filtrants, un éclairage, tout ça améliorait le confort et donc la productivité et permettait le maintien du poste sans passer par un nouvel apprentissage. Donc, notamment parce que le braille est difficile à apprendre pour des personnes plutôt âgées. Quand on l'a appris dans l'enfance, on peut avoir un rythme de lecture qui est quasiment similaire à celui des personnes qui ont une vision classique, mais après 40 ans, 50 ans, on lit à un rythme qui est plus bas, en fait, et des outils de vocalisation permettent, par exemple, pour lire des mails, pour lire des documents administratifs, permettent d'être plus performants et de continuer le travail de la manière dont il était mené. On a un autre cas. Là, on a une personne, Bakar, 42 ans, qui a un glaucome, avec un œil non fonctionnel, une baisse d'acuité. Cette personne était en recherche d'emploi. Donc, on a fait une évaluation de sa capacité fonctionnelle et là, on a mobilisé une instructrice en aide de vie journalière qui aide à la rééducation des personnes déficientes visuelles. Pour un agent d'entretien, pour des personnes en cuisine et en crèche, c'est un bilan pertinent parce que c'est des tâches qu'on peut faire aussi au quotidien. Et en fait, suite à cette évaluation, on a pu déterminer quelles tâches étaient possibles de faire, quelles tâches n'étaient pas possibles. On a aussi déterminé qu'il y avait des problèmes dans les déplacements, qui peut-être en fait fatiguaient énormément la personne, qui était très loin de son domicile, et donc c'était ça sa principale difficulté en fait.
Par la suite, cette personne a été embauchée. Cette personne a pu évoluer dans son travail en passant une formation de conducteur de machine autolaveuse et étant très investi, ayant retrouvé la motivation suite au bilan fonctionnel en lui montrant que oui, on peut travailler, il n'y a pas forcément besoin de changer de travail, on peut continuer en aménageant le poste. La personne était très motivée, ce qui a été très apprécié par l'employeur également. Une autre personne, un kiné, atteint de la maladie de Stargardt. Il y a beaucoup de personnes déficientes visuelles qui sont masseurs kinésithérapeutes. On lui dit, avez-vous pensé à un chien d'assistance? Là, on voit que la recommandation, encore une fois un peu cliché, mais pas forcément pertinente dans le cas actuel, parce que les chiens ne sont pas possibles partout. Notamment dans certains établissements de soins, c'est un peu compliqué. Pour avoir un chien d'assistance, il faut maîtriser les techniques de locomotion et les techniques de canne avant de passer la formation de chien guide. Donc, en soi, après, encore une fois, une évaluation fonctionnelle et une étude de poste, on a pu déterminer qu'il y avait des solutions techniques d'agrandissement, de vocalisation de caractère, de vidéo loop pour pouvoir lire les prescriptions ou les feuilles de soins. Et du coup, cela a permis d'aménager le poste, en plus avec des sens des locomotions pour travailler sur les déplacements domicile-travail. Un autre cas d'une personne comptable ayant un kératocone, on lui a demandé en première intention, vous avez des difficultés dans votre poste actuel, il faut peut-être passer, il y a un poste possible, disponible en téléconseiller. Mais dans ce cas-là, on parle de changer de métier. Donc, un poste de téléconseiller, c'est une activité plutôt commerciale. On passe d'une activité comptable à commerciale qui pourrait mettre en difficulté la personne. Alors qu'après une évaluation et une étude de poste, on a vu qu'en fait, il était possible de former la personne à un nouveau logiciel qui permettait d'utiliser les outils à son travail et de maintenir dans l'emploi de comptable, continuer son activité. Donc, pour conclure, pour ces présentations de cas, il est possible d'aménager l'environnement de travail et maintenir les personnes en situation de handicap visuel dans leur métier. Il faut comprendre la situation de la personne et le handicap, mais aussi le travail qu'ils font pour pouvoir l'adapter. Donc maintenant, je vais revenir sur la notion de déficience visuelle. On a déjà mentionné les chiffres un peu tout à l'heure, on voit qu'ils sont similaires. 1,7 million de personnes concernées par la déficience visuelle. Donc, contenant 33% de personnes malvoyantes légères, 55% on dit de malvoyance moyenne, donc assez sévère. On commence à avoir des difficultés à reconnaître en vision de près ou en vision de loin, à distinguer des caractères, des visages, et environ 12% de personnes aveugles ou malvoyants profonds. Donc, dans la déficience visuelle, on comprend des personnes qui ont des troubles qui persistent après traitement et après outillage, notamment la mise en place de lunettes. Donc, qui se décrit principalement par deux critères, l'acuité visuelle, à quel point on voit de manière nette, la visualisation des détails et le champ visuel, l'état du champ qui, de manière classique, est à peu près 170-180 degrés pour une personne qui n'a pas de problème visuel et qui peut être réduite par certaines pathologies. Donc là, sur ce tableau, on voit bien où se situent les gradients entre 9 dixièmes et 4 dixièmes corrigés, c'est-à-dire après opération, après avoir porté des lunettes, des dispositifs d'aide visuelle. Malgré ces compensations, on est à 3 dixièmes, on rentre dans la malvoyance, on rentre dans la basse vision. Jusqu'à 1 dixième, en dessous d'1 dixième, on considère le cas de la cécité légale, de la déficience, et ensuite on a des cas où il n'y a pas de perception lumineuse. Donc là, pour le champ visuel, comme j'ai dit, 170-180 degrés, on est dans une vision classique. À partir de 10 ou 20 degrés, on réduit fortement, on est dans une déficience sévère. De 5 à 10 degrés, on est en vision dite tubulaire. On va être dans une vision comme si on voyait dans un tube. Et là, on peut aussi être considéré en cécité légale dans ces cas-là. Donc l'origine des pathologies visuelles, après, elle peut être variée. Il y a des personnes chez qui les problèmes visuels sont congénitaux. Ils sont génétiques, ils sont là depuis la naissance. Ils peuvent être liés à des infections, des expositions prénatales ou des traumatismes néonataux. Ou sinon,
Ça peut aussi se développer chez les personnes adultes. Et il y a certains cas aussi qui sont liés à l'âge. À partir d'un certain âge, certains problèmes visuels se développent. Merci beaucoup, Maxime. Je vais donner Merci. la parole à Chloé, qui va nous parler des typologies de déficience visuelle et notamment leurs manifestations. Bonjour à tous. Donc, je vous présente sur les 3 slides qui vont suivre la même image. Et en fait, en fonction de l'atteinte et de la pathologie de la personne, vous pouvez distinguer en fait la manière dont la personne voit cette image. Donc, en premier lieu, on a les atteintes de la vision centrale. Donc, par exemple, des personnes qui seraient atteintes de dégénérescence maculaire liée à l'âge, la DMLA. Donc, les manifestations, pour ces personnes-là, elles auront du mal à lire et à écrire, voire n'y arriveront pas du tout. Et auront des difficultés aussi à voir de près ou de loin. Mais par contre, ce sont des personnes qui auront une bonne perception de l'espace et du coup qui pourront se déplacer relativement aisément. On a ensuite les atteintes de la vision périphérique. Comme exemple de pathologie, on a donc les rétinites pigmentaires. C'est la maladie dont moi je suis atteinte. Maxime disait vision tubulaire. On peut aussi dire vision en trou de serrure. C'est pareil, en fait, le champ visuel se restreint et donc on a une vision comme dans un trou de serrure. Du coup, ce sont des personnes qui peuvent lire, hein, même en petits caractères. Par contre, les déplacements vont être compliqués, notamment quand la pénombre va arriver sur, par exemple, le coup de 17 h l'hiver. Par exemple, moi, j'ai besoin de me déplacer avec un chien d'assistance dont parlait Maxime tout à l'heure pour mes déplacements nocturnes parce que c'est compliqué de se déplacer la nuit et quand il y a trop de lumière aussi, les gens qui ont une rétinite pigmentaire peuvent être très gênés. La dernière présentation concerne les atteintes de la vision globale et avec comme exemple de pathologie donc les rétinopathies diabétiques ou glaucomes. Donc là, vous voyez que la personne elle a des taches en fait dans son champ visuel. On a un autre exemple aussi, c'est les personnes qui sont atteintes de cataracte ou qui sont très très myopes. Et donc là, vous voyez que l'image est très très floue en fait. Voilà, je repasse la parole à Maxime. Ah non, c'est encore à moi, pardon. Les impacts de la déficience visuelle sur l'emploi. Je ne vais pas vous reciter la stat de 60%, mais c'est quand même énorme, donc on peut quand même insister. Mais parmi les principaux freins liés à l'emploi, on retrouve le fait que certains outils et logiciels métiers, donc nativement créés hein, pour le métier, ne sont pas compatibles avec les lecteurs d'écran dont parlait Pierre, par exemple, tout à l'heure. Que pour trouver un emploi, certains sites en ligne avec les annonces en ligne ne sont pareil, pas accessibles. Donc pour postuler, c'est problématique. Ou bien, du coup, on a besoin de demander de l'aide pour pouvoir candidater et donc c'est encore une fois pénalisant. Et puis, on a aussi le problème de certaines personnes qui, du coup, ne sont pas à l'aise dans leur déplacement ou pour l'usage du numérique, mais on en reparlera tout à l'heure parce que ça peut être un gros frein pour trouver un emploi ou entrer en formation aussi. Et là, je repasse la parole à Maxime. Non, c'est toujours toi, Chloé. Pardon, excusez-moi, je ne veux vraiment plus parler. Je suis désolée. Les pathologies visuelles donc, peuvent être évolutives, on en a parlé tout à l'heure. Et donc, les personnes qui doivent envisager des outils de compensation à un instant T vont devoir aussi envisager que ces outils-là, comme la pathologie de la personne, vont devoir évoluer. Et donc, la personne va devoir changer ses outils de compensation. Ça prend du temps. Mais encore une fois, on en reparlera tout à l'heure, mais il y a des spécialistes qui sont là pour aider les personnes dans l'évolution de leur pathologie et donc de leurs outils de compensation. En tout cas, ce qu'il faut dire, c'est que les personnes, quand elles rencontrent une pathologie, par exemple dégénérative, ou une vision qui va être brutalement atteinte, doivent être soutenues.
par des experts, des ergonomes comme Maxime, ou bien la médecine du travail, évidemment, des psychologues et également des associations comme APIDV dont je vous parlerai tout à l'heure, mais pour pouvoir être soutenu, accepter ce changement de situation qui peut être vraiment violent dans la vie d'une personne. Et voilà, il faut être outillé, soutenu pour pouvoir passer ce cap. Voilà. Et si un maintien dans un poste de travail n'est pas possible du fait des missions qui ne peuvent plus être assumées, il est important que les personnes puissent être orientées vers des personnes ressources. On parlait tout à l'heure des associations, mais il y a également tous les services publics de l'emploi, donc mission locale pour les jeunes, les CAP emploi pour les personnes de plus de 26 ans, les prestataires spécialisés comme CCA dont on parlait, et les ESRP, donc c'est des centres de formation spécifiques pour les personnes qui ont un handicap visuel. Merci beaucoup, Chloé. Et en effet, il faut insister, bien sûr, il faut accompagner les personnes déficientes visuelles, surtout l'aspect technique et notamment l'évolution de leur pathologie, mais la dimension psychologique est très souvent oubliée. Et justement, pour pouvoir réussir soit un maintien dans l'emploi ou une reconversion, l'accompagnement psychologique est extrêmement important. Notamment, on le verra tout à l'heure quand on parlera des aides du FIP. Aujourd'hui, il existe des aides, des financements sur ce sujet, mais la dimension psychologique est vraiment importante pour réussir une intégration durable et permettre à la personne d'accepter cette nouvelle étape de vie. On va redonner du coup la parole à Maxime qui va nous parler de la particularité du daltonisme. Oui, merci beaucoup. Alors le daltonisme, en fait, effectivement aussi appelé dichromatopsie, est quelque chose un peu démystifié, ce trouble de la vision des couleurs. Parce qu'on a dans l'imaginaire commun que c'est quelque chose qui nuit énormément, comme on pourrait faire si on ne voyait pas les couleurs de la même manière. Mais en fait, alors déjà, c'est quelque chose d'assez rare. On voit quand même 4% de la population française, mais que les conséquences, en fait, en termes de handicap, ne sont pas forcément si sérieuses que ça. Certaines personnes refusent même le terme de handicap, de situation de handicap. On peut le voir, par exemple, en bas sur les petites photos. Excusez-moi, sur les photos sur la droite du diapo, il y a certes une modification des couleurs, mais en fait, on arrive à distinguer les formes. On n'a pas d'atteinte sur l'acuité et le champ visuel dont on a parlé précédemment. Sur le logo Pepsi que vous voyez, en haut à gauche, on a une vision normale, dite sans trouble. En haut à droite, on a 2-3 anomalies, une mutation sur les cônes de réception de la couleur verte. On distingue quand même les différences de couleurs. C'est le cas pareil en bas à gauche avec une protonopie, pas de réception du rouge. Dans ce cas, on voit les nuances sont un peu différentes, certes, mais on distingue quand même. Dans d'autres cas, sur la trinatopie, pas de réception de cône du bleu. On voit tout de même que le logo est très proche de l'original. Tout ça, c'est des cas assez communs. On peut voir, alors sur la diapo suivante, il y a beaucoup d'explications là-dessus. Je ne vais pas faire la liste de tous les métiers où il y a des restrictions liées à la vision des couleurs. C'est des restrictions où on vérifie que certaines couleurs sont distinguées. Ce ne sont pas des interdictions d'exercer le métier, comme on peut le croire, sauf dans certains cas particuliers, qui est l'armée et les pilotes d'avion. Mais je dirais que le cas le plus commun, ce sont les électriciens. On se dit, les électriciens, ils vont forcément faire de mauvais branchements parce qu'ils ne voient pas quel est le câble rouge et quel est le câble noir, par exemple. Effectivement, si on inverse les câbles, c'est très dangereux, mais la personne voit la différence entre les couleurs dans la plupart des cas. Il faut bien sûr faire des tests et des évaluations, mais dans la plupart des cas, la personne voit la différence. C'est juste qu'elle ne le perçoit pas de la même manière qu'une personne qui a le trouble, elle le perçoit de manière différente. Mais la différence étant bien comprise, la personne peut tout à fait exercer le métier. Merci beaucoup, Maxime. Gladys, Oui. Gladys, avant de poursuivre, j'avais une question autour des différents types de situations autour de la déficience visuelle, et notamment quelqu'un qui pose la question autour des problèmes de dégénérescence dans le cerveau, et que la vue fonctionne bien, mais ce qui est vu n'est pas bien interprété. Je ne sais pas si Maxime ou Chloé peuvent détailler un petit peu ce phénomène-là. Je t'en prie, Maxime.
Alors, sur les cas des troubles neurovisuels, on est dans des situations assez complexes et dans ces cas-là, il faut avoir des retours, bien sûr en maintenant la confidentialité médicale, mais il faut des retours parce que la personne a dû passer des tests avec des médecins. On a besoin de données médicales, de comprendre les capacités, de comprendre quelles sont les situations qui posent problème. Est-ce que le problème est systématique ou bien ponctuel? Et avec des tests, notamment en situation de travail, on peut voir, comme on l'a mentionné avant, est-ce que certaines tâches peuvent continuer à être faites? Est-ce qu'il faut changer certaines tâches? Est-ce qu'on peut faire autrement? Est-ce qu'on peut modifier l'organisation? Est-ce qu'on peut mettre des choses techniques en place? Dans tous les cas, c'est une approche pluridisciplinaire qu'il faudra, d'autant plus pour les troubles complexes comme ça. Il faut que tous les acteurs, aussi bien médicaux, sociaux et conseils, soient mobilisés pour pouvoir accompagner la personne. Et avec des tests sur le terrain, bien évidemment. Merci beaucoup. Merci. Pour poursuivre ce webinaire, on va s'intéresser du coup à l'inclusion professionnelle et comment la favoriser. Et avant de continuer avec nos deux experts, Chloé et Maxime, je vous propose qu'on puisse écouter le témoignage de Véronique. Véronique, je vous laisse la parole et je vais d'ailleurs tout d'abord vous demander de vous présenter et en tant que membre du comité des usagers, que vous nous expliquiez en quoi consiste ce comité, quelle est sa mission et pourquoi vous êtes engagé dans ce comité. Bonjour à tous. Donc, je suis Véronique Robin, je suis référente politique handicap sur l'établissement du sud de la Guadeloupe. Et lors du recrutement pour le premier comité du FIP des usagers, j'ai postulé et j'ai agréablement participé pendant 2 ans à des travaux. Alors, ce comité, il a été mis en place afin de se rapprocher pour le FIP au plus près des besoins des usagers, que ce soit les employeurs ou les fonctionnaires en situation de handicap. Il a été aussi une façon de pouvoir aussi réfléchir à rendre plus lisible, plus accessible, de simplifier le catalogue des interventions, sans le modifier, mais le rendre vraiment plus accessible. Et ensuite, c'était aussi d'apporter de nouvelles perspectives d'intervention par rapport à notre vécu, nous, référents handicap, et les remontées qu'on avait de nos professionnels en situation de handicap sur le terrain. Moi, j'ai postulé parce que, tout d'abord, c'était intéressant de pouvoir partager mes pratiques avec d'autres référents handicap sur l'ensemble du territoire, dans d'autres régions. J'ai été chercher quelques solutions, quelques expertises aussi. Et deuxièmement, ce qui m'a aussi motivée, c'est de porter un regard sur le handicap invisible, dont la déficience visuelle, dont je suis atteinte. D'accord. Et donc, du coup, vous, Véronique, ça fait déjà quelques années que vous travaillez dans la fonction publique. Comment votre déficience visuelle a eu un impact sur votre parcours professionnel? Alors, moi, ça fait bientôt 20 ans que je suis dans la fonction publique hospitalière. Auparavant, j'ai travaillé un peu dans le privé. Mais en fait, moi, je suis atteinte d'une myopie, ce qu'on appelle une myopie sévère, hein, basse vision, qui, à ma première demande de recherche d'emploi après mes études de commerce, m'a donné une orientation Cotorep à l'époque. Et on m'a dit, on va vous accompagner parce que je pense que vous ne voyez pas beaucoup. Alors, du coup, mais ça a été une expérience un peu douloureuse. Mais ça a aussi été une expérience enrichissante parce que j'ai rencontré des personnes bienveillantes qui m'ont accompagnée pas à pas pour m'orienter vers un nouveau métier, donc qui était plus accessible à ma situation de handicap. Et ce premier métier m'a ouvert à une formation, une qualification, puis ensuite j'ai pu intégrer la fonction publique dans ce premier corps de métier de travailleur social. Mais au cours des années de pratique, il a été question, parce que ma myopie n'étant pas stabilisée, de penser à une nouvelle orientation professionnelle, puisque les missions que j'avais étaient fortement entravées par ma déficience visuelle. Donc, certaines activités ne m'étaient plus accessibles. Donc, Comme lesquelles?
Comme par exemple, moi je suis spécialisée dans l'enfance inadaptée et le travail en pédopsychiatrie se fait beaucoup sur l'extérieur. Donc les sorties en forêt ne m'étaient plus accessibles. Les sorties de travail thérapeutique avec la distance, ce qu'on appelle la distance thérapeutique, n'était plus possible parce que si je m'éloigne, je ne vois pas l'expression du visage du patient. Donc je me rapproche, donc il change d'expression, donc ça venait fausser la donne. Donc, à un moment, le médecin du travail qui m'a beaucoup accompagnée et les psychologues du travail aussi m'ont Oui, beaucoup soutenue à penser à une nouvelle orientation professionnelle. d'accord. Et du coup, voilà, quand vous avez dit que vous ne pouviez plus, du coup, exercer ce deuxième métier, puisque ce n'était pas votre métier d'origine, comment vous avez vécu ce changement et comment vous avez rebondi? Alors, ce changement, je l'ai vécu un peu de façon ben, un peu douloureux parce que je l'avais vraiment investi, ce premier métier. Et c'était comme une bouée, en fait, par rapport à mes études de commerce. Donc, je l'avais vraiment beaucoup investi. Mais soutenu par les psychologues du travail, on a d'abord été vers... l'employeur a accepté de me donner une qualification en gestion administrative et financière. Donc D'accord. là, j'ai rencontré un nouveau domaine. Et ce qui m'a permis aussi, avec un centre de formation qui s'est adapté aussi à ma déficience visuelle. Donc, j'avais des copies avec une police particulière, en couleur. Le temps d'examen a été aussi allongé. Vraiment, j'ai été vraiment très, très bien accompagnée. Et de rebondir sur cette qualification m'a permis de me penser sur comment accompagner mes collègues en situation de handicap au sein de l'établissement. Donc, j'ai proposé le projet de référent handicap qui commençait à émerger au sein de la fonction publique. D'accord, très bien. Et donc, du coup, par rapport aujourd'hui à votre emploi de référente politique handicap au CHU de Guadeloupe, comment vos besoins de compensation ont été pris en compte pour vous permettre du coup, d'exercer votre métier? Et vous qui connaissez bien le catalogue du FIP, comment ça a pu faciliter du coup, votre maintien dans l'emploi? Alors, ce qui a pu faciliter le maintien dans l'emploi, ça a été déjà les aides techniques. Oui, Donc, effectivement, avec l'aide du médecin du travail qui a bien ciblé la nécessité d'avoir une lampe de bureau à lumière de jour suffisamment puissante pour m'éclairer sur mon poste de travail, les écrans en minimum taille 24 pouces, à pouvoir aller jusqu'aux 27 pouces. Et là, les différents services ont pu me faire obtenir ces équipements, sauf qu'on est confronté aujourd'hui au tout numérique et certains logiciels ne sont pas compatibles. Donc là, aujourd'hui, je rencontre de grandes difficultés de saisie, par exemple sur des logiciels RH ou sur des logiciels de tableau de bord, de suivi des bénéficiaires d'obligations d'emploi pour l'établissement, par exemple. Donc là, le médecin du travail m'a annoncé cette année qu'il faudrait peut-être penser à avoir une auxiliaire de vie professionnelle qui serait dédiée à cette activité spécifique de saisie pour moi, puisque je fais beaucoup, beaucoup d'erreurs dans ma saisie et j'ai une grande, grande fatigue visuelle qui s'installe. On a aussi pensé à l'organisation aussi dans mes journées de travail. Je suis beaucoup plus performante en acuité visuelle le matin. Donc, c'est vrai que j'ai tendance à envoyer des mails à 5 heures du matin, mais c'est parce que c'est beaucoup plus simple pour moi. Je suis très vite connectée et c'est beaucoup plus. Je peux traiter tout ce qui est écrit très facilement. J'ai l'obligation d'éteindre mon ordinateur à partir de 14 heures, de ne plus être sur les écrans pour limiter la fatigue visuelle. Mais quand vous avez des deadlines, par exemple, sur les bilans de convention, parce que nous sommes conventionnés, vous avez deadlines sur la saisie de la gestion de vos BOE pour la déclaration ETH, ben, c'est un peu compliqué pour moi, ce qui fait que je prends beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup plus de temps, je pense, que mes collègues pour pointer, pour mettre à jour, et ça me génère beaucoup, beaucoup de fatigue sur le premier trimestre de l'année. Et donc, heureusement que l'activité de référent handicap est cyclique Oui, pour vous voilà, permettre d'avoir heureusement. Je des sais que moments d'inspiration. tout à fait, le premier trimestre est une période très, très compliquée pour moi. Ok, très bien. En tout cas, merci beaucoup Véronique pour ce témoignage. Je pense que ça permet aussi d'éclairer
nos employeurs sur voilà, comment l'évolutivité d'une pathologie peut avoir un impact. Si pour terminer ce témoignage, est-ce que vous pourriez donner 1 ou 2 conseils à un employeur qui connaîtrait cette situation d'un collaborateur qui voit sa pathologie évoluer et donc potentiellement les conséquences sur l'exercice de ses fonctions? Quels conseils vous pourriez donner pour pouvoir sécuriser ce maintien dans l'emploi? Alors, je vais partir de mon expérience propre, hein, c'est vraiment d'être à l'écoute. Je sais que par exemple, à l'hôpital, moi, je n'ai jamais postulé sur ce secteur parce que c'est un milieu clos, sans lumière de jour. Et j'ai été recrutée par un appel à candidature externe, sur concours, sur titre, parce que j'avais une spécificité dans mon parcours professionnel. Mais c'est vrai que j'ai tout de suite posé la question, je ne peux pas travailler dans ce secteur puisque c'est un milieu clos. Et là, on m'a dit non, c'est des petites maisons individuelles, donc tu auras la lumière du jour. Donc, c'est être à l'écoute au cours des entretiens et aussi de porter une attention aussi de se rapprocher d'experts en ce domaine. Parce que tout le monde est expert, tout le monde semble être expert dans la déficience visuelle, parce que la déficience visuelle, s'il n'y a pas de canne, eh ben, c'est juste, voilà, il suffit de grossir les écrits, mais on ne pense pas du tout à la difficulté de se déplacer dans des espaces, la fatigabilité. Et ça, c'est vraiment de se rapprocher d'experts en la domaine pour accompagner. Moi, je n'ai jamais eu d'études ergonomiques. Là, nous allons changer d'établissement qui va être un fonctionnement, en passant d'un fonctionnement vertical à un fonctionnement horizontal. Et pour la première fois, on va avoir accès, on va demander des études ergonomiques pour nos postes, pour le transfert des postes de nos agents bénéficiaires d'obligations d'emploi, dont le mien, puisque, par exemple, l'espace qui m'a été attribué n'est pas du tout adapté à ma situation de déficience visuelle. D'accord. Gladys, Oui. j'ai une question Oui. pour Véronique. Si par rapport à votre témoignage, vous pouvez expliquer un petit peu plus précisément le rôle d'auxiliaire d'une tierce personne qui pourrait vous aider dans le cadre de votre travail. Oui, alors ça, c'est une intervention du FIC qui finance à hauteur, je ne pourrais pas vous dire exactement parce que je n'ai pas la fiche sous les yeux, mais c'est l'intervention d'une tierce personne donc dans la vie professionnelle qui va prendre en charge les activités dont vous n'êtes pas en capacité d'y répondre pleinement ou partiellement. Donc, ça veut dire que ça peut être quelqu'un qui va saisir pour vous, dans mon cas, toutes les données numériques parmi mes activités, ou une personne qui va prendre en charge, par exemple, un port de charge pour un magasinier parce qu'il n'est plus en capacité de gérer ce port de charge. Pour ma part, ça sera essentiellement de la saisie informatique, numérique. D'accord, merci. J'espère que ça répond à la question posée de Vanessa. On avait une autre question aussi pourquoi privilégier une étude ergonomique plutôt que de faire appel directement à un appui spécifique? Alors, l'appui spécifique, il va vraiment être pour la personne qui n'a pas d'informations ou peu d'informations sur sa situation de handicap. Moi, mon handicap, je le connais depuis que je suis née. Donc, je le maîtrise assez bien. Donc, je connais les éléments et l'impact qu'il a sur mon poste de travail. Et cet impact, on l'a déjà évalué et on l'évalue à fur et à mesure avec le médecin du travail. Donc, il n'est pas nécessaire pour ma part, pour ma situation, de m'appuyer sur ce dispositif. Par contre, je peux citer 2 agents qui sont actuellement en déficience visuelle récemment, tous les deux dus à une pathologie évolutive. Les appuis spécifiques ont été demandés. Très bien, donc c'est merci vraiment beaucoup. au cas par cas ça se décide. Okay. Tu avais d'autres questions, Françoise? C'est bon pour l'instant. C'est bon? Super. Merci beaucoup, Véronique. De rien. Alors, on va du coup passer aux outils de travail pour compenser. Et ce qu'il faut noter, c'est que seuls 26% des déficients visuels utilisent une canne blanche. C'est un peu comme quand on parle des personnes qui ont un handicap moteur, on visualise la personne en fauteuil. Et pour les personnes qui ont un handicap visuel, on visualise la personne avec la canne blanche. Sauf que ça représente 26% des personnes déficientes visuelles. Et donc, du coup, il faut l'avoir en tête.
on a autant de typologies de déficience visuelle et surtout de situations de handicap que de personnes déficientes visuelles. Donc, selon comment la personne va appréhender sa situation de handicap, comment elle va l'accepter, l'environnement dans lequel elle va pouvoir évoluer, et ben, on aura les manifestations, les conséquences et les impacts sur la situation de travail. Ce qu'on constate aussi, c'est que chez les déficiences visuelles, chez les déficients visuels, les aides techniques destinées à compenser leur situation de handicap, elles sont peu utilisées. Premièrement, parce qu'on ne les connaît pas beaucoup, parce que la déficience visuelle, selon son niveau d'impact, on n'a pas forcément les ressources pour connaître les besoins et en tout cas les spécialistes dans le domaine. On a aussi peur d'être stigmatisé parce que vu que la déficience visuelle ne se voit pas, en tout cas généralement ne se voit pas, on n'a pas forcément envie d'avoir quelque chose qui se voit et qui marque notre situation de handicap. À cause des coûts, certains outils coûtent extrêmement cher. Bien qu'aujourd'hui, on puisse avoir des financements, et notamment le FIP finance en grande partie les coûts que peuvent causer ces situations de compensation, mais on reste quand même sur du matériel cher. Et donc, les personnes vont avoir un peu de mal à les demander, ou en tout cas vont avoir peur de les mobiliser. Un sentiment de culpabilité aussi, de se dire qu'on ne fait pas comme les autres, on ne fait pas assez, alors qu'en fait, ces personnes compensent constamment. Donc du coup, forcément, vu qu'elles compensent, elles prennent plus d'énergie à faire quelque chose qu'une personne sans déficience visuelle pourrait faire. Et puis aussi, par peur de perdre du temps, parce qu'on sait aussi que les aménagements de poste, ça peut prendre du temps. Je parle en connaissance de cause. Et donc, du coup, parfois, on se dit, bon, c'est pas grave, je vais passer outre, je vais compenser jusqu'au moment où on n'y arrive plus. Donc, c'est autant d'idées reçues qu'il faut réussir à déconstruire pour pouvoir mieux accompagner vos agents déficients visuels pour qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions et donc, du coup, permettre aussi de sécuriser leur parcours professionnel parce que plus leur situation de handicap sera compensée et moins ils grignoteront sur leur capital santé et donc du coup pourront plus longuement poursuivre leur activité professionnelle. Je vais redonner la parole à Chloé qui va nous parler des outils de compensation. Pour les outils de compensation, j'ai relevé déjà dans un premier temps les outils qui peuvent être communs aux malvoyants et aux non-voyants. Parce que finalement, une personne malvoyante ou non-voyante peut tout à fait utiliser un ordinateur fixe ou un PC portable. Et un casque audio à conduction osseuse, vous avez l'image sous les yeux. L'avantage de ces casques-là, c'est qu'ils permettent à la personne qui utilise un lecteur d'écran de ne pas être complètement coupée du monde et d'entendre ce qui est dit sur son écran, mais aussi, par exemple, ses collègues de travail. Ça repose donc sur l'os de l'oreille et ça ne rentre pas à l'intérieur. Et donc, c'est beaucoup plus confortable aussi à l'usage, surtout quand on passe du temps sur un lecteur d'écran. Et donc, les logiciels de lecteur d'écran qui peuvent être utilisés sont NVDA, qui est un logiciel qui est gratuit pour le coup. Les autres, JAWS ou ZoomText, sont des logiciels qui, on le disait tout à l'heure, coûtent un peu d'argent, mais peuvent être pris en charge par le FIP, donc c'est très bien. Et au-delà de ça, on a aussi maintenant, avec le développement de l'intelligence artificielle, bon nombre d'applications qui sont téléchargeables sur Android ou sur Apple et qui peuvent aider au quotidien, dans le monde pro comme dans la vie perso. Les exemples les plus utilisés sont Be My Eyes, qui permet à une personne d'appeler un bénévole qu'elle ne connaît pas, mais avec la caméra, de pouvoir lui demander, par exemple, j'ai un entretien d'embauche, est-ce que vous pouvez me confirmer que j'ai pas du mascara qui coule ou que ma chemise est bien repassée? On a aussi Seeing AI qui permet, par exemple, avec la caméra de son portable, de pouvoir nous décrire en fait tout l'environnement et dans des détails vraiment très, très précis. Donc voilà, ce sont d'autres exemples d'applis qui peuvent aider. Et spécifiquement donc pour les malvoyants,
Mais Véronique en parlait tout à l'heure, les écrans avec un bras articulé pour pouvoir le mettre à hauteur d'œil et de pouvoir le mettre à bonne distance et pour être dans une bonne posture qui n'abîme pas le dos, etc. On a les tablettes tactiles. Beaucoup de malvoyants utilisent des tablettes parce que on peut zoomer à souhait sur l'écran et sans passer par un lecteur d'écran vocalisé. On a les claviers à gros caractères aussi qui permettent de taper plus vite et sans forcément s'user les yeux. Tout ce qui est loupe électronique, il y a plein de modèles aussi, mais bon, certains téléphones le font et ça peut aider. Les téléagrandisseurs aussi, qui permettent de mettre un document A4 et de pouvoir le zoomer au besoin. Et puis, Véronique en parlait aussi tout à l'heure, et c'est hyper important dans un bureau, c'est d'avoir des luminaires adaptés à la personne et non pas des néons ou en tout cas des lumières qui seraient néfastes à la santé de la personne tout simplement. Et Chloé, ça pose aussi la problématique, ou en tout cas la question des open space, parce que on a de plus en plus tendance à avoir des espaces de travail partagés. Et c'est vrai que pour les personnes déficientes visuelles, ça peut poser des très gros problèmes, puisque pour la plupart ont la photophobie. Comment on accompagne ce type de situation? Moi, je pense que le plus simple dans un open space, pour le coup, c'est quand même au minimum que la personne elle ait son bureau fixe dans un open space. Déjà parce que pour elle, pour se repérer et aller à son poste de travail, ça va être plus simple. Ses collègues aussi sauront qu'elle est là. Et puis, au-delà de ça, c'est pareil, quand on utilise un lecteur d'écran ou un casque à conduction osseuse, ça peut aussi gêner les collègues qui travaillent, etc. Donc voilà, pour moi, open space, c'est un peu compliqué pour une personne déficiente visuelle. En tout cas, il faut au moins qu'elle ait son poste, sa place identifiée, ça c'est le minimum, quoi. Ok, merci beaucoup. Pour les non-voyants, donc Pierre en parlait tout à l'heure, il utilise un bloc-notes ou une plage braille, c'est pareil, pour pouvoir avoir sous les yeux du texte et pouvoir écrire également. Le lecteur d'écran, on en a parlé. Les aides humaines dont parlait Véronique, ça peut aider sur des tâches qui sont irréalisables et dont on a besoin d'une autre personne. Et alors, à titre d'exemple, on parle là des outils de compensation. Une personne qui aurait une pathologie qui ferait qu'elle aurait besoin de se déplacer en fauteuil. Donc, très bien, elle a son outil de compensation, elle peut aller travailler et se déplacer. Maintenant, si son entreprise ou la structure qui l'embauche, en fait, les portes ne sont pas assez larges pour que le fauteuil passe, la personne aura beau avoir son outil de compensation, en fait, si l'endroit même où elle travaille ne fait pas l'effort d'adapter la fin de son poste de travail, finalement, c'est réduit à néant. Donc voilà, c'était juste pour vous donner un petit exemple sur le fait que les outils de compensation, c'est très bien, mais les freins restent les mêmes. On parlait de logiciels métiers qui ne sont pas adaptés, des logiciels de planning aussi qui ne sont pas adaptés. On aura beau, nous, être outillés comme il faut. Si au niveau de l'employeur, les logiciels ou en tout cas certaines missions ne peuvent pas être effectuées, en fait, c'est peau de chagrin, quoi. Voilà. C'est vrai on a un témoignage effectivement qui dit que notamment ZoomText par exemple est difficile à mettre en place avec les applications institutionnelles dans la fonction publique. C'est ça, ouais. Exactement. Où aujourd'hui, on a de plus en plus d'organisations qui déploient des outils sur Chrome, donc notamment les Chromebooks, qui aujourd'hui ne sont pas forcément adaptés aux logiciels de retranscription, et donc on se retrouve, ou à certains logiciels d'agrandissement, et donc on se retrouve avec des personnes déficientes visuelles qui ne peuvent pas travailler, non pas parce qu'elles n'ont pas les logiciels et autres, mais parce qu'en fait, les applications métiers sont sur un environnement qui n'est pas compatible. Et donc, du coup, ça sous-entend qu'il faut que pour ces personnes-là, on puisse travailler sur un autre environnement. Et ce n'est pas forcément le cas. En tout cas, le service informatique doit prendre en compte cette contrainte-là, qui n'est pas de l'agrément, mais une nécessité pour pouvoir exécuter le poste de travail. Donc, c'est vraiment tous ces enjeux-là qu'il faut avoir en tête quand on est sur de la compensation. Exactement. Alors, dernière étape,
pour Chloé? Ouais, les outils de compensation pour se déplacer, pour aller au travail, par exemple. Ce qu'il faut savoir, c'est que bon, pour une personne qui est malvoyante, encore une fois, même deux personnes qui auraient la même pathologie auront potentiellement des besoins différents. Et donc, pour se déplacer, j'ai envie de dire, c'est vraiment chacun fait comme il veut, comme il peut. Donc on a évidemment la canne blanche que maintenant un grand nombre de personnes connaissent, mais un peu plus original, on a la canne jaune. La canne jaune, c'est du coup pour les personnes malvoyantes et pas non-voyantes. Après, je vous l'ai mis à titre d'exemple parce qu'il y en a un petit peu, mais franchement, très peu l'utilisent et elle est très peu développée. Mais normalement, elle montre la différence entre une personne qui serait non-voyante et une personne qui serait malvoyante. Il y a évidemment les chiens d'assistance dont on parlait. Alors sur Paris, c'est quand même 2 ans d'attente pour une demande de chien guide. Voilà, donc bon. Et par contre, les chiens guides sont autorisés partout. Il y a un seul endroit où les chiens guides ne sont pas autorisés, c'est dans les chambres, dans les salles stériles des hôpitaux. Sinon, tous les autres endroits sont légalement accessibles à une personne avec un chien guide. Sinon, c'est de la discrimination. Voilà. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que bon, les outils de compensation pour se déplacer, évidemment, ils améliorent la mobilité de la personne et notamment pour aller à son travail, mais pas que. Et elles permettent aussi et surtout de se signaler en fait aux yeux des autres. On a beaucoup de personnes malvoyantes qui redoutent un peu de sortir avec une canne parce que certaines personnes vont être intrusives, pensant bien faire en attrapant la personne, etc. Bon, c'est vraiment, c'est aussi, par exemple, dans les couloirs de métro, signaler aux autres que c'est à eux de s'écarter, en fait, que c'est à eux de faire attention. Voilà, c'est aussi un moyen de se protéger et de se signaler, en fait, aux yeux des autres. Mais encore une fois, c'est vraiment à la libre appréciation de chacun que d'utiliser tel ou tel outil de compensation pour se déplacer. Tout à fait. Merci beaucoup, Chloé. On va rapidement revenir sur les acteurs qui peuvent accompagner à la fois employeurs et agents dans l'inclusion professionnelle. On a forcément le Cap Emploi, plus largement France Travail, mais surtout le Cap Emploi, qui peut accompagner bien sûr vers l'emploi, donc notamment pour accompagner des demandeurs d'emploi qui voudraient du coup intégrer la fonction publique ou en tout cas le marché de l'emploi et peuvent permettre en tout cas de travailler sur le projet professionnel, sur le recrutement et sur l'intégration. Et puis on a l'accompagnement dans l'emploi, justement notamment pour les personnes qui auraient une pathologie qui est évolutive, pour réfléchir aux évolutions professionnelles, aux transitions professionnelles et surtout essayer de favoriser les situations de maintien dans l'emploi. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, on a 2 grands outils dont le Cap Emploi est prescripteur. Vous avez les immersions facilitées, les anciennes PMSMP, pour ceux qui ont déjà eu l'habitude d'utiliser cet acronyme. Donc, période de mise en situation en milieu professionnel. Donc, c'était très long. Donc, on a changé par immersion facilitée et ça facilite du coup en termes de diction. L'objectif de ces immersions, c'est de favoriser la découverte métier. La personne peut notamment du coup se projeter dans un nouveau métier, soit en phase de recrutement ou en phase de reconversion. L'avantage pour l'employeur, c'est que c'est complètement gratuit. L'avantage pour l'agent, c'est de pouvoir se mettre en situation, c'est pouvoir questionner son entourage, son futur entourage professionnel, et c'est aussi de pouvoir se projeter sur les contraintes liées à son environnement de travail et sur les missions qui vont lui être confiées. Donc, ça permet aussi vraiment de valider que le métier visé peut correspondre, en tout cas, aux besoins de compensation de l'agent. Et puis, deuxième service que peut
peut prescrire le Cap emploi, c'est les services d'appui spécifiques qui, eux, sont des organismes spécialisés par typologie de handicap. Donc, vous avez des prestataires d'appui spécifiques pour le handicap visuel, pour le handicap auditif, pour les maladies invalidantes, pour voilà, vraiment sur vraiment des spécificités. Et l'objectif, c'est de pouvoir accompagner un agent en situation de handicap sur l'évaluation de ses capacités professionnelles, l'évaluation de ses missions, voir si elles correspondent, ou en tout cas si elles sont en adéquation avec sa situation de handicap, et de pouvoir préconiser des moyens de compensation qui vont permettre le maintien dans l'emploi de cet agent. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le Cap emploi possède un conseiller Cap emploi dédié à la fonction publique dans chaque département, donc potentiellement où que vous travaillez en tant que référent handicap, vous avez un représentant du Cap emploi dédié à la fonction publique. Donc, c'est important de l'avoir en tête parce que ça peut vous permettre parfois voilà, de pouvoir lancer des accompagnements, pouvoir questionner sur ce que peut faire le Cap emploi dans le cadre de situations soit de recrutement ou de maintien dans l'emploi pour vos agents. Et surtout, le bonus, le 11 septembre, nous organisons un webinaire, donc notamment en Île-de-France, pour découvrir le FIP et ses partenaires. Et vous aurez la possibilité, du coup, de découvrir Cap emploi, puisque nous aurons un intervenant de Cap emploi qui expliquera comment aujourd'hui Cap emploi peut accompagner un employeur dans la fonction publique. Donc, j'en reparlerai tout à l'heure, mais je vous conseille grandement de vous connecter à ce webinaire. Ça vous permettra en tout cas de prendre connaissance de tout ce qu'il existe comme partenaire du FIP pour vous accompagner dans le maintien dans l'emploi de vos agents. Après avoir parlé des acteurs, on va parler des outils, notamment le catalogue d'intervention du FIP. Le FIP, qui donc est le fonds pour l'insertion des personnes en situation de handicap dans la fonction publique. L'objectif du FIP, c'est quoi? C'est de favoriser l'accès à l'emploi, et c'est aussi d'améliorer les conditions de travail et l'insertion des agents en situation de handicap. Et pour ce faire, il a mis en place du coup un catalogue d'intervention qui permet de financer, favoriser des actions d'insertion ou de maintien dans l'emploi. Et donc, sur cette petite slide que vous retrouverez bien sûr dans le support, vous avez une liste exhaustive de toutes les aides que vous pouvez mobiliser dans le cadre de l'accompagnement d'un agent déficient visuel. Ça va être par exemple des aides pour le financement de dispositifs tels que des lunettes. Ça va être aussi des études de poste. Le FIP peut financer des études de poste, notamment quand on est sur des prestataires privés, quand ce ne sont pas le Cap emploi qui les propose. Ça va être aussi de financer des auxiliaires à la fois en milieu professionnel, donc comme parlait tout à l'heure Véronique, mais aussi dans des actes quotidiens de la vie professionnelle. Donc voilà. Vous avez aussi le financement de bilans de compétences et bilans professionnels. On parlait tout à l'heure de l'évolutivité de la pathologie. Donc potentiellement, il va arriver un moment où l'agent peut avoir besoin de faire le bilan de ses capacités, de ses aspirations, de ses motivations pour essayer de reconstruire un nouveau projet professionnel et pour être maintenu dans l'emploi. Le FIP finance ce type de dispositif. Toujours dans la logique de maintien dans l'emploi, le financement de formation dans le cadre de reclassement, de périodes préparatoires au reclassement ou de changement d'affectation pour inaptitude. Voilà, on est vraiment sur des solutions. Aujourd'hui, le FIP essaye de proposer des aides qui puissent accompagner au fur et à mesure de la vie professionnelle des agents. Alors, c'est comme tout, hein, tout est perfectible, mais en tout cas, aujourd'hui, on a quand même un éventail d'aides qui existe. Donc voilà, vous pouvez retrouver ce catalogue du FIP, bien sûr, sur le site internet du FIP, et on vous le joindra avec le support du webinaire et le lien du replay si vous avez la moindre question. On parlait des prestataires d'appui spécifiques. Donc, les prestataires d'appui spécifiques, qui peut les prescrire? Donc, on l'a vu tout à l'heure, Cap emploi, France Travail, les missions locales. Donc, en gros, tous les organismes qui accompagnent vers et dans l'emploi, du coup, les agents en situation de handicap. Les employeurs publics ayant signé une convention FIP, et donc c'est important de l'avoir en tête, si vous avez signé une convention FIP, vous pouvez vous-même vous prescrire
une prestation d'appui spécifique et directement contacter les prestataires. Les centres de gestion dans la fonction publique territoriale ayant pareil signé une convention avec le FIP. Donc voilà, ça peut permettre aussi d'accélérer la mise en œuvre de ce service, de pouvoir signer une convention avec le FIP. Et voilà, c'est important que vous puissiez l'avoir en tête. Et donc, comme je disais tout à l'heure, 5 typologies de services d'appui spécifiques: handicap visuel, handicap auditif, handicap psychique. Et c'est important de l'avoir en tête parce qu'aujourd'hui, on le sait, le handicap psychique est très présent dans le milieu du travail. C'est un handicap qui est peu connu. On ne pense pas forcément aux moyens de compensation ou en tout cas à l'impact sur la vie professionnelle. Donc, c'est important de pouvoir s'entourer d'experts sur le sujet. Impasse, du coup, handicap moteur et maladie chronique invalidante, et un pass sur les troubles du neurodéveloppement. Donc voilà, donc bien sûr, comme d'habitude, vous avez sur le site du FIP l'annuaire régional qui permet de trouver les bons interlocuteurs au bon endroit pour vous permettre de contacter si vous avez besoin de pouvoir faire appel à ces professionnels. Comment fonctionnent les prestataires d'appui spécifiques? Ils vont faire une analyse de la situation pour accompagner au projet professionnel, une analyse des capacités sur le métier ou d'une capacité de catégorie de métier, et enfin des préconisations, des conseils. Mais je pense que les personnes qui en parleront le mieux sont mes interlocuteurs, mes invités du jour. Et donc, je vais passer la parole à Maxime qui va présenter Cessia. Oui. Merci beaucoup. Effectivement, nous sommes Cessia prestataire pour le FIP et l'AGFIP en l'occurrence sur toute l'Île-de-France, donc tous les départements d'Île-de-France. Chaque département a, comme ça a été dit, un acteur spécialisé. Cessia couvre toute l'Île-de-France. L'entreprise, elle a été créée dans les années 90 par 4 personnes aveugles pour de base vendre du matériel spécialisé, notamment des plages braille qui étaient très peu accessibles à l'époque. Donc, le cœur de métier a toujours été le handicap visuel. Dans un premier temps, sur la partie commerciale matérielle, et ensuite, effectivement, plusieurs départements ont été créés pour créer de l'accessibilité de voirie, pour créer d'accompagnement du trouble 10, et en 2012, le département Défi Ergo, auquel j'appartiens, spécialisé dans le handicap visuel, mais aussi l'étude de poste. Vraiment, c'est le moment où les ergonomes sont arrivés sur le terrain. On peut aussi en fait accompagner dans les cas de pluri-handicap, dans les cas des services d'appui spécifiques. S'il y a du pluri-handicap, plusieurs intervenants peuvent intervenir. Donc, on travaille parfois avec les prestataires, les partenaires d'autres types de handicap. Donc, on a des... Ça va trop vite, excusez-moi. Alors, ça mentionnait qu'on faisait des interventions sur la France entière. On fait également des interventions en France entière, mais hors des appuis spécifiques. Mais on peut intervenir partout en France et en Outre-mer. Il n'y a pas longtemps, on est intervenu en Guyane, par exemple. Donc, les prestations principales, là, on parle du service d'appui spécifique. Donc, la prestation est subventionnée par le FIP dans les établissements publics. Ça commence toujours par une évaluation des capacités fonctionnelles, que je détaillerai après. Ça nous donne des informations pour pouvoir ensuite envoyer un ergonome spécialisé basse vision sur le poste. À noter aussi que dans notre équipe, la moitié de l'équipe, enfin 4 ergonomes sur 6, sont aussi psychologues du travail. C'est mon cas également. Et une de nos collègues est aussi AVJ, instructeur et instructrice en autonomie des personnes déficientes visuelles. Donc chacun intervient selon sa spécialité, selon la situation. Donc après l'évaluation des capacités, l'intervention de l'ergonome sur le terrain, lieu de travail, lieu de formation, on peut faire différentes recommandations techniques, organisationnelles, des formations aux aides techniques, des formations à la locomotion. Donc les aides techniques, plutôt l'utilisation, l'apprentissage du clavier, l'apprentissage de plage braille, l'apprentissage de logiciels de lecture d'écran comme JAWS, d'agrandissement comme ZoomText, de vocalisation comme Dragon par exemple, parce que des fois la dictée vocale peut aussi être très pertinente pour les personnes déficientes visuelles, plutôt que de chercher les lettres sur son clavier quand on ne connaît pas son clavier par cœur.
tout le monde ne maîtrise pas la dactylographie. On sensibilise les collectifs de travail, comme ça a été mentionné dans la présentation. C'est très important parce que il y a encore de la stigmatisation autour du handicap visuel, cet handicap invisible, dont parfois les personnes elles-mêmes aussi, comme on dit, on le cache un peu jusqu'à ce que ça atteigne un stade où ce n'est plus possible. Donc on découvre des problèmes tard, ça peut créer des tensions dans l'équipe. Une sensibilisation pour comprendre ce que vit la personne, parfois, ça aide beaucoup. Et on peut aussi faire des audits d'accessibilité numérique. Je finis là-dessus, après je réponds, parce qu'effectivement, ça a été mentionné aussi, des fois, les logiciels métiers ne sont pas compatibles. Nous, on a des développeurs spécialisés en accessibilité qui peuvent intervenir pour voir est-ce qu'il est possible de faire des scripts pour adapter le logiciel d'accessibilité au logiciel métier. Alors c'est parfait parce que ça répond à la première question que j'avais sur du matériel adapté par rapport à l'accessibilité numérique. Donc là, c'est possible d'intervenir dans ce cadre-là pour améliorer, en tout cas avec les scripts, c'est ce que vous disiez à l'instant, pour essayer d'améliorer la prise en... Mais ce n'est pas toujours possible d'adapter ou des fois à un coût, si par exemple l'intervention est prise en charge, l'audit d'accessibilité est fait et en fait on voit que c'est possible d'aménager le travail pour cette personne pour un coût on va dire de 30 000 €. On voit bien qu'à la charge du FIP ou de l'employeur, ce n'est pas forcément possible à mettre en place. Ce serait des mois de travail pour, si l'accessibilité n'est pas réfléchie en amont, comme ça a été mentionné par Madame Corbeau, dans le développement des logiciels, c'est très difficile. Mais ça peut nous permettre dans ce cas de voir que le logiciel d'accessibilité n'est pas la solution qu'on pensait, aussi bien qu'on pensait l'être, et peut-être voir dans ce cas rediriger certaines tâches, utiliser d'autres outils si c'est possible. Peut-être que certains outils d'accessibilité fonctionnent sur d'autres tâches, sur certaines tâches et pas d'autres. Et donc dans ce cas, c'est un jeu, on jauge au fur et à mesure. Mais dans tous les cas, on va tester toutes les solutions possibles pour voir laquelle est la plus pertinente, laquelle permet de garantir la santé, la sécurité de la personne au travail. Parce que comme on a dit, l'accumulation de fatigue visuelle, ça a été mentionné, ça peut agir sur la santé de l'agent, ça peut lui créer du stress. Le stress peut jouer sur la fatigue visuelle et on rentre dans un cercle vicieux. Donc, il faut voir quelle solution aussi permet d'avoir une bonne productivité à un coût qui peut être soutenu par l'organisme public. Merci. Du coup, on avait une question autour de la locomotion. Sur les instructeurs de locomotion peuvent intervenir pour les personnes non-voyantes dans le cadre du travail, c'est ça? Oui. Alors, c'est mentionné juste après, je fais cette diapo et je répondrai à la question dans la présentation. Et après, j'avais juste une précision, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'antenne, CESIA n'a pas d'antenne en province, mais vous intervenez sur toute la France, hors appui spécifique Île-de-France. Voilà. Des prestations qui seront payantes, mais finançables dans le cadre du catalogue du FIP. Voilà, alors et souvent, c'est peut-être après quand il n'y a pas de conventionnement en fait, c'est possible peut-être après ensuite d'avoir des aides et nous en plus pour les organismes publics, on essaie d'adapter la volumétrie du devis pour que ce soit soutenable par les collectivités. Parfait, merci beaucoup. Alors, sur l'évaluation des capacités visuelles, les mesures, on en a parlé tout à l'heure, les mesures d'acuité visuelle et de champ visuel, c'est un premier niveau pour situer la personne. Est-ce qu'on est dans une déficience, dans de la malvoyance, dans de la déficience profonde ou dans de la cécité légale? Mais ça ne dit pas tout sur la capacité réelle. Comme le mentionnait tout à l'heure une intervenante, on peut quand même lire en fait quand on est malvoyant profond ou en cécité légale. Mais dans certaines conditions, la vision fonctionnelle est influencée par certaines caractéristiques, comme par exemple la luminosité, parce que la photophobie, la sensibilité exacerbée à la lumière est très présente dans beaucoup de troubles visuels. On a aussi les cas de cécité nocturne dans beaucoup de troubles visuels, donc on ne voit pas la nuit. On a aussi des notions comme le contraste. La lumière influence le contraste, mais le contraste peut être réglé sur certains outils numériques. La perception des couleurs, on l'a mentionné. L'agrandissement, enfin, tout ça interagit ensemble et c'est une approche globale qu'il faut avoir au-delà de l'acuité et des données purement médicales d'acuité et de champ visuel. Alors, c'est là que je vais parler un peu de la locomotion, parce que dans l'évaluation des fonctions visuelles, moi je suis ergonome, je ne suis pas médecin, je ne suis pas opticien. On fait appel à des experts de la basse vision
pour nous aider dans ces évaluations. Donc il y a des évaluations optiques qui sont faites, souvent par des opticiens ou des orthoptistes spécialisés en basse vision. Parce que on connaît l'ophtalmologue, on connaît l'opticien, mais il y en a qui sont spécialisés dans la basse vision, qui connaissent les maladies spécifiques, les maladies rares, les maladies génétiques et les moyens de compensation adaptés. Donc, il y a aussi des évaluations en bureautique qui sont faites, souvent par les ergonomes spécialisés basse vision, pour voir quels paramètres, quels réglages peuvent être utilisés, quel outil de compensation peut être adapté. Et il y a une évaluation de locomotion qui est faite en amont, avant intervention sur le poste. L'instructeur ou l'instructrice en locomotion, chez nous à CCA, on les fait faire un entretien avec la personne pour savoir ses habitudes de déplacement, notamment trajet domicile-travail. Et ensuite, on fait un test à l'extérieur et des fois, la personne elle-même esquivait certaines situations qui pouvaient être problématiques et se retrouve un peu confrontée. Et on remarque qu'en fait, il y a des difficultés qui sont présentes. Et à la suite, dans les préconisations, cet instructeur sera capable de nous dire combien d'heures et combien d'heures de formation il faut. Qu'est-ce qu'il faut viser les montées des escaliers, la prise des transports en commun, traverser à des feux, dans le quartier, parce que des fois ça dépend des quartiers. Certains feux ont des signalisations sonores, d'autres n'ont pas. Et donc, dans ce cas-là, après, dans les préconisations, nous, on préconisera cette formation. Les instructeurs de locomotion peuvent intervenir sur le lieu de travail pour sécuriser les déplacements sur le lieu de travail, sécuriser les déplacements domicile-travail, et faire ensuite des déplacements, par exemple, dans le quartier autour de l'habitation de la personne. Donc, ce que j'ai mentionné, la luminosité, le contraste, on l'évalue dans un premier temps dans cette évaluation fonctionnelle. Il y a des évaluations plus spécifiques, l'évaluation en activité de la vie journalière. Donc là, c'est une spécialité, il y a à peu près une centaine de pratiquants en France. Donc nous, on a une collègue qui a été formée récemment. On analyse l'autonomie dans les actes du quotidien, en fait, la cuisine, le ménage, les soins corporels. On parle de gestion de la monnaie, des métiers manuels industriels. Et donc, on peut faire des évaluations précises quand les personnes ont ces métiers-là, des personnes qui, par exemple, dans les collectivités territoriales, vont travailler en crèche avec des enfants, les agents d'entretien, les agents des services techniques. Souvent, on fait une évaluation supplémentaire en AVJ pour ces tâches qui sont, en fait, au final, ressemblent à celles du quotidien. Est-ce qu'elles sont accessibles aux personnes ? On peut faire également des évaluations en braille et en logiciel de vocalisation parce qu'il y a des personnes qui connaissent très bien leurs difficultés, qui connaissent le braille. Et dans ce cas, on a des experts adaptés qui vont leur faire l'évaluation en braille. Donc, si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à contacter Cécia. Là, il y a tous nos coordonnées, ils seront dans la présentation qui sera envoyée. Pour vous dire, Cécia a quand même accompagné tout type au fil des années, tout type d'organismes publics, des 3 fonctions, du cabinet du Premier ministre, ministère de la Justice, de l'Intérieur, des départements, des hôpitaux, des universités. Je pourrais vous envoyer la liste, mais elle fait 2 pages. Donc, on est habitué et c'est possible de mobiliser les aides du FIP et les experts de CECIA dans le cadre des appuis spécifiques. N'hésitez pas, surtout, mais même si vous êtes en région et que vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, on pourra vous répondre. Merci beaucoup, Maxime. Je repasse la parole à Chloé. Merci. Donc moi, je travaille dans une association qui s'appelle APIDV, ça veut dire accompagner, promouvoir, intégrer les déficients visuels. C'est une association qui va bientôt fêter ses 75 ans et qui a été créée à l'origine par des étudiants qui avaient un handicap visuel et qui se sont montés en association parce qu'en fait, elles n'avaient pas le droit de poursuivre des études supérieures et notamment en mathématiques. Donc, pour faire valoir leurs droits à l'éducation et aux études supérieures, ils se sont montés en association et à l'époque, ça s'appelait le GI2A. Je vous passe le sigle parce que c'est juste un peu trop pompeux et voilà. Mais en gros, c'est intellectuel, aveugle et amblyope. Bon. On a plusieurs missions. Déjà, c'est le soutien aux étudiants, justement, dans la réussite de leurs études supérieures. On a un service ActiveDV que je vais vous présenter après parce qu'il accompagne les personnes déficientes visuelles qui ont une problématique professionnelle.
On favorise aussi l'accès à la culture à travers une bibliothèque numérique adaptée en braille, gros caractères, selon les besoins des personnes, et aussi des visites culturelles en région parisienne adaptées également. Et on favorise également l'accès à la technologie, au numérique, à l'intelligence artificielle, etc., à base de conférences avec des intervenants spécialisés, des ateliers collectifs, etc. On est présent dans 7 villes de France et on vient d'ouvrir une antenne également en Outre-mer, en Guadeloupe et en Martinique et en Guyane aussi. Et un des services que je voudrais vous présenter très brièvement là, il s'appelle Transcriptio. Mais Transcriptio permet à la demande de pouvoir adapter tous les supports, par exemple, dont aurait besoin des agents qui travaillent en fonction publique, en braille, en gros caractères, en sonore, enfin, tous les dispositions personnalisées, voilà, aux besoins de la personne. C'est quelque chose qui, ça fonctionne comment, Transcriptio? C'est En à la fait, demande, c'est un ouais, service? exactement. C'est à la demande, c'est sur devis et en fonction des besoins. Alors, on peut faire des schémas, on peut faire, tout type de document, en fait, peut être adapté aux besoins de la personne. Voilà. Ok. Je vais vous parler de mon service parce que c'est ActiveDV. ActiveDV donc accompagne des personnes qui ont une problématique professionnelle, mais ça peut aussi être une recherche de formation, par exemple. On a une manière de fonctionner qui répond donc aux problématiques des personnes qui voilà, soit je passe un peu le slide parce qu'il est un peu long celui-là, hein, mais en gros on peut accompagner des étudiants qui vont chercher leur premier job, sortie d'études. On accompagne aussi des gens qui ont une vision qui va brutalement se détériorer et du coup se questionnent sur leur avenir professionnel. Est-ce que je peux me maintenir dans mon poste ou pas? Est-ce que je dois me reconvertir ou pas? Donc, on les accompagne aussi là-dedans. On accompagne aussi des personnes qui ont peu de qualifications et qui n'ont jamais travaillé et qui, du coup, se demandent bien qu'est-ce qu'elles vont pouvoir faire comme job. Donc, voilà, toutes les situations qu'on accompagne, en fait, sont très, très différentes. On accompagne, et c'est notre particularité, avec un binôme d'accompagnateurs. Alors, ce sont des bénévoles, mais qu'on forme. Et la particularité, c'est qu'une personne va être accompagnée par un binôme obligatoirement composé d'une personne déficiente visuelle et d'une personne voyante. On croit beaucoup en la pérémulation. On se dit qu'une personne bénévole chez ActiveDV qui est elle-même handicapée au niveau visuel peut être un exemple, peut parler de son expérience, peut parler de son expertise, peut parler de la manière dont on se présente et dont on présente son handicap à un recruteur. Et donc, voilà, c'est notre manière de faire. On les forme régulièrement, déjà de manière initiale sur la déficience visuelle, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est pas parce qu'on a une pathologie visuelle qu'on les connaît toutes. Mais donc, voilà, on les forme sur la déficience visuelle, sur tout l'écosystème du handicap et de l'emploi, évidemment. On a des antennes régionales, en fait. On est en Île-de-France, évidemment, avec une antenne à Paris. On est aussi en Nouvelle-Aquitaine, on est en Grand Est, on est en Pays de la Loire, on est en Outre-mer, comme je vous l'ai dit, en Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, on est implanté un peu partout. L'idée, c'est de couvrir les besoins des personnes déficientes visuelles où elles se trouvent. Et si elles habitent à côté d'une de nos antennes, les entretiens d'accompagnement vont se faire dans les locaux de l'association. Mais on peut aussi faire des entretiens d'accompagnement via Teams, par exemple, quand les entretiens en tête-à-tête ne sont pas possibles. On accompagne les personnes à peu près toutes les 3 semaines. Alors évidemment, s'il y a des entretiens d'embauche, de recrutement, on va rapprocher les rendez-vous. Mais c'est à peu près cette fréquence-là, c'est toutes les 3 semaines, 1 heure et demie à peu près.
Et comment on accompagne? En fait, on a 5 phases d'accompagnement. Alors déjà, l'état des lieux de la situation professionnelle de la personne. Est-ce qu'elle a un projet pro, pas de projet pro, quel est son parcours, etc. Et ensuite, on l'accompagne donc à la définition d'un projet professionnel si elle n'en a pas, ou si elle en a un, très bien, on passe à la phase d'accompagnement à la prospection. On ne va pas aller chercher les offres pour la personne. On va la conseiller, on va lui indiquer les sites qui postent des annonces en ligne, on en parlait tout à l'heure, mais ce n'est pas les accompagnateurs qui vont postuler pour la personne, pas du tout. On ne fait pas à la place des gens, on fait avec eux, et ça, on y tient. Et donc, passer la prospection, on les entraîne pour des entretiens d'embauche. La relecture du CV, évidemment, les lettres de motivation. Et puis, surtout aussi, ça fait partie de ça, de la manière finalement dont on se présente avec son handicap. Comment finalement on arrive à présenter ses compétences et son handicap en le tournant d'une manière positive, comme étant une force et pas forcément que des faiblesses sur le papier. Donc ça, c'est important pour nous de pouvoir accompagner les personnes aussi là-dedans. Et comme le disait Pierre tout à l'heure, on peut aussi accompagner à l'intégration professionnelle, c'est-à-dire sensibiliser les équipes qui vont accueillir le nouvel agent, mais aussi ses RH, son N+1, sa mission handicap. Voilà, c'est des choses qu'on peut aussi faire, évidemment, à la demande de la personne qu'on accompagne. Voilà, les 5 phases, je vous en ai parlé, on ne va pas revenir là-dessus. Juste les 5 A, ça c'est quelque chose qui, au fur et à mesure de l'expérience d'Active DV, on a défini 5 critères qui nous paraissent importants. Alors non pas pour que la personne soit impeccable et prête à l'emploi directement, parce que évidemment que si la personne n'accède pas à tous ces critères, on va l'aider à pouvoir être bien avec ça. Donc c'est en un, évidemment l'acceptation du handicap, parce que il faut intégrer en fait, et notamment sur des personnes qui auraient une baisse de vision brutale ou une maladie dégénérative avec un palier qui va être atteint. Et donc, on en parlait tout à l'heure, des nouveaux outils de compensation, des nouveaux repères, un nouvel environnement. Voilà, ça, c'est accepter son handicap, c'est évidemment très important. Et on parlait aussi de soutien psychologique. Il ne faut pas se dire que c'est réservé à une catégorie de personnes, pas du tout. Le soutien psychologique fait partie de l'acceptation du handicap. L'autonomie, évidemment, on en parlait aussi. Que ça soit dans la vie quotidienne, mais aussi, encore une fois, dans ses déplacements, dans l'usage du numérique, dans tout ce qui est informatique. De toute façon, maintenant, en 2025, si on ne peut pas utiliser un ordinateur, envoyer des mails, on se prive quand même d'une entrée en formation ou d'un job. L'adaptabilité, le fait de pouvoir s'adapter aux nouvelles situations, aux nouveaux outils technologiques dont on parlait tout à l'heure, les outils de compensation, être créatif, voilà, et s'adapter à un changement, par exemple, de situation personnelle ou professionnelle aussi. L'autodétermination, ça c'est pour nous hyper important aussi, parce que finalement, la personne, personne ne va faire les choses à la place de la personne. C'est-à-dire qu'elle pourra être aidée, évidemment, elle pourra être outillée, évidemment, mais si elle-même, elle ne se force pas à faire les choses pour elle, malheureusement, personne ne les fera à sa place. Donc ça, il faut avoir une force, une motivation, il faut la cultiver aussi pour pouvoir réagir au stress, accepter d'être fatigué à certains moments, mais pour autant continuer à aller de l'avant et à se lever le matin, aller travailler, etc. Et le dernier point, c'est l'aisance relationnelle, parce que, encore une fois, pour être bien avec soi, il faut être bien avec les autres, il faut être bien avec ses collègues, il faut pouvoir communiquer, parler de son handicap aussi de manière détachée, expliquer certaines fois, et puis
pas se vexer aussi parce que bah voilà, des fois, comme on vous disait tout à l'heure, il y a des gens pensant bien faire dans la rue, quand ils voient quelqu'un avec une canne blanche, ils vont l'attraper, le faire traverser de force alors qu'il n'allait pas du tout par là, ou caresser un chien guide qui est en plein déplacement avec son maître. Voilà, il faut pouvoir, et beaucoup d'autodérision aussi, parce que franchement, des fois, on a des situations tellement cocasses que si nous, on n'en rigole pas, bah voilà, Personne ne le on fera, peut. c'est sûr. Ouais, c'est ça, c'est ça. Chloé, j'ai une question sur les différents dispositifs proposés par AppyDV. Est-ce que Oui. c'est la personne concernée qui finance ces dispositifs, ou tout à l'heure on a parlé de devis en fait pour Transcriptio? Non, bah justement, pour Transcriptio, on bosse énormément, par exemple, avec des missions handicap d'université. Donc, c'est sur les crédits des missions handicap qui peuvent prendre en charge, pardon, les transcriptions. D'accord. Donc côté employeur, Ouais. peut financer Ouais, tout à fait. Ouais, une tout à partie des fait. dispositifs proposés. Ok. Ouais, tout à fait. Et donc, du Après, coup, ouais, les pardon. coordonnées. Voilà, les coordonnées de l'association avec les différents services. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, Chloé, du coup, pour cette description, Merci pour à cette vous. présentation. On va terminer le webinaire, du coup, sur les bonnes pratiques, même si on en a quand même pas mal parlé tout au long du webinaire. Mais ce qu'il faut retenir pour bien intégrer un agent déficient visuel, hein, première chose, c'est anticiper et personnaliser. Anticiper au moment du recrutement, que ce soit au moment de l'entretien de motivation ou au moment de l'intégration, c'est de demander à l'agent ce dont il a besoin pour passer son entretien de motivation dans de bonnes conditions ou pour travailler dans de bonnes conditions quand il va intégrer la structure. Et donc, du coup, ça demande une certaine anticipation. Donc, il faut l'avoir en tête. Et la personnalisation, comme on l'a dit tout à l'heure, on a une multitude de dimensions dans la déficience visuelle. Chaque personne est différente, chaque personne va vivre sa déficience visuelle différemment. Et donc, plus vous allez vous adapter à la personne en face de vous et plus vous allez pouvoir lui proposer des solutions qui sont adaptées à sa situation. Donc, la personnalisation est indispensable. Ce n'est pas parce qu'un ancien agent avait besoin d'un bloc-notes braille que le nouvel agent que vous allez recruter en aura besoin. Et pourtant, sont tous les deux déficients visuels et peut-être même qu'ils ont la même pathologie. Mais ils n'auront pas forcément les mêmes besoins. Donc, il faut vraiment personnaliser l'accompagnement. Donc, ça va se traduire en échangeant forcément avec toutes les personnes qui vont graviter autour de l'agent dans le cadre de son intégration, de son évolution professionnelle et de son maintien dans l'emploi pour lui permettre du coup de pouvoir échanger sur ses besoins de compensation et sur comment adapter l'environnement à ses capacités. Ça va être de sensibiliser les collaborateurs qui vont échanger et qui vont travailler avec l'agent. La sensibilisation, elle se fait pareil à tous les moments de la vie de l'agent, au moment de l'embauche, mais aussi au moment peut-être de l'évolution professionnelle. Je change de poste, je change de service, je change de mission. Comment je sensibilise le collectif de travail à mieux intégrer, mieux travailler, mieux interagir avec l'agent. Et encore plus dans une logique de reconversion, on peut proposer la meilleure solution de maintien dans l'emploi si vous ne sensibilisez pas le collectif en amont qui va accueillir cette nouvelle personne dans le cadre de sa reconversion, ça ne fonctionnera pas parce que cette personne va devoir s'adapter à une nouvelle fonction dans un nouvel environnement et en plus, elle aura des collègues qui ne seront pas sensibilisés à sa typologie de handicap, donc ça va être compliqué pour elle. Et c'est enfin d'essayer d'adapter et de proposer du coup des outils qui répondent à son besoin, donc que ce soit le poste de travail, l'environnement de travail, les supports. C'est de bien agir sur l'accessibilité numérique. Parce que aujourd'hui on est dans le tout numérique, c'est fini le temps du papier et du crayon, donc il faut pouvoir adapter tous les outils et permettre à vos agents de travailler dans de bonnes conditions. Donc parfois ça va vous demander de repenser un petit peu l'organisation, mais c'est primordial pour permettre à ces personnes de travailler correctement et surtout encore une fois de ne pas grignoter leur capital santé et de pouvoir aussi vous offrir leurs compétences le plus longtemps possible. Parce que c'est aussi ça, ces personnes ont des compétences, vous les avez recrutées parce qu'elles répondaient
à un besoin. Et donc, pour leur permettre de travailler dans de bonnes conditions, il faut pouvoir réfléchir à cette notion d'accessibilité numérique. Et donc voilà, après, c'est de bien réfléchir, enfin de bien anticiper la découverte des lieux dans lesquels la personne va travailler, pour lui permettre tout simplement de se faire une petite cartographie mentale de là où elle va évoluer tout au long de la journée. Ça lui permet aussi d'être peut-être parfois moins stressé, moins anxieux dans les endroits où elle va évoluer. Euh, j'ai entendu un bruit. Ah, c'est bon, C'est ok. bon. De faciliter du coup les déplacements dans les locaux, de penser à l'emplacement du bureau. En effet, on le parlait tout à l'heure dans les open space, mais ça peut être par exemple peut-être d'éviter d'avoir des bureaux à côté du réfectoire. Parce que du coup, ça va être des bureaux, il y aura beaucoup de passages. Donc, si la personne ne voit pas à distance, elle va constamment avoir l'impression que quelqu'un rentre dans son bureau. Donc, ça risque d'être compliqué pour elle. Ça va être fatigant. Ça va être d'éviter d'avoir une salle de formation où il n'y a pas de lumière de jour ou où il y a trop de lumière du jour. Parce que selon la pathologie, ça peut être embêtant. Voilà, c'est plein de petites choses auxquelles il faut penser, mais la meilleure des bonnes pratiques, c'est d'interroger l'agent sur ce dont il a besoin et dans quel environnement de travail il travaillera dans les meilleures conditions. Je vous propose, pour clôturer ce webinaire avant peut-être 5 minutes de questions-réponses, parce que nous sommes très en retard sur le timing, de proposer à chacun de nos intervenants de nous donner un mot de la fin, le plus court possible, mais qui représente en tout cas voilà, votre idée, le dernier message que vous vouliez passer à notre auditoire. Je vais commencer par Nassira, si tu es encore là. Oui, oui, je suis là. Ok, super. Oui. Pour le mot de la fin, moi, en tout cas, moi, je suis, étant malvoyante de naissance, j'ai tout d'abord évolué sur d'abord un salariat, puis ensuite un entrepreneuriat. Et moi, ce que je peux dire, c'est que de toute façon, avec toute la volonté du monde et la bienveillance de tout le monde, on arrive toujours à obtenir quelque chose, une situation qu'on cherche pour travailler, en tout cas dans l'environnement qu'on choisit. Et ça, c'est hyper important de le prendre en compte. Et pour chacun d'entre nous, qu'on soit employeur ou employé. Merci beaucoup, Nassira. Véronique? Alors, le micro, Véronique. On vous entend pas. C'est bon. Oui, pour moi, juste rajouter qu'il faut vraiment favoriser l'échange avec la personne concernée et être à l'écoute de ses besoins individuels, d'éviter les copies-coller, comme on en parlait tout à l'heure, dans les bonnes pratiques, mais vraiment être à l'écoute parce que un petit environnement, un jeu de lumière, une couleur de mur peut changer la qualification d'un travail d'un professionnel. Voilà. Merci beaucoup, Véronique. Chloé? Moi, je souscris complètement à ce que dit Véronique et je dirais en plus qu'il n'y a pas de questions stupides en fait et qu'encore une fois, je pense que la majorité des déficients visuels ont beaucoup d'autodérision et qu'il y a vraiment pas de questions taboues et pas de questions stupides à poser pour mieux comprendre la situation que vit la personne qui a un handicap visuel. Merci beaucoup, Chloé. Maxime? Oui, merci à tous. Comme ça a été dit par plusieurs personnes, par Madame Carvaux, l'accompagnement des personnes en situation de handicap visuel, il doit être continu, il doit être le plus possible pluridisciplinaire. Les acteurs doivent être mobilisés en cas d'évolution de la situation de travail, de l'environnement de travail. Donc un changement de locaux, un changement d'outils, ça peut amener à des modifications majeures ou en cas d'évolution
la situation visuelle de la personne, dès que des difficultés sont ressenties, il ne faut pas le minimiser, il faut agir le plus possible en prévention. Et dans ce cas, comme ça a été dit, s'il y a des questions, ne pas hésiter, contacter le FIP, le Cap Emploi, les associations. C'est les premiers concernés qui sont le mieux capables de répondre, et aussi les organismes spécialisés comme CESIA. Enfin, un dernier petit mot, je suis désolé, je vais très vite. Le handicap visuel, il faut aussi savoir que des fois, il peut faire ce qu'on appelle un effet loupe en ergonomie, c'est-à-dire qu'on voit à travers la situation de la personne qui a un handicap visuel qu'il y a des problèmes sur le collectif de travail, sur l'organisation de travail, sur les outils, et la personne, c'est chez elle que ça va se manifester en premier, mais il faut agir au global. Donc, il y a des outils, il y a des aides, il y a des organisations qui peuvent vous aider. N'hésitez pas à demander et à mobiliser les mécanismes qui existent. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup, Maxime. Écoutez, pour clôturer ce webinaire, je ne sais pas si Françoise, il reste encore quelques questions auxquelles… Non, c'est bon, tout a été posé au fil de l'eau. Merci beaucoup. Eh bien, parfait, on a été hyper efficace. On termine par l'agenda. Prochaine action à l'agenda national, le Tour de France, les 20 ans, de la loi. Prochaine étape, la Martinique, 1er juillet. Véronique, j'espère que vous pourrez être ambassadrice dans le cadre de ce Tour de France et en tout cas nous monter moi les je suis infos. sur la Guadeloupe. Oui, je sais. C'est le 3 juste après. juillet. Ce sera juste après. Donc voilà, donc prochaine étape, la Martinique et en Île-de-France, on a du coup le 26 juin une rencontre du service public de l'emploi et un forum emploi, donc employeurs publics, manifestez-vous. C'est un événement pour vous. 1er juillet, on a Hand in Cook, qui est une sensibilisation à destination des référents handicap sur le handicap. On a été victime de notre succès. Nous n'avons plus de place, malheureusement, mais on vous fera un super retour d'expérience pour tous ceux qui n'ont pas pu s'inscrire. Et enfin, le 11 septembre, le webinaire, le FIP et ses partenaires, où vous aurez la possibilité d'avoir une idée de tous les partenaires qui travaillent aujourd'hui avec le FIP. Et surtout, vous aurez aussi un petit focus Cap Emploi. Donc, si vous avez la possibilité de vous connecter, n'hésitez pas. En tout cas, je vous remercie à tous et à toutes pour votre attention et on vous dit à très vite avec Françoise pour une prochaine action du FIP. Bonne fin de journée. Merci, bonne fin de journée. Merci, au revoir.